JM ici à Vakwana pour Women in Web 3. Je reçois aujourd'hui Claire Balva. Bonjour Claire. Bonjour. Women in Web 3, c'est une association dont l'objectif est de connecter, d'éduquer et d'empower les femmes dans l'écosystème Web 3. Je suis très heureuse de vous recevoir, d'autant que si vous êtes ici, c'est que vous êtes un des noms véritablement à suivre dans l'écosystème blockchain. Avant de commencer et d'annoncer les sujets desquels on va parler aujourd'hui, je vais me permettre de récapituler un petit peu votre parcours. Donc, vous êtes cofondatrice de Blockchain Partner, qui a intégré en 2021 KPMG. Vous êtes régulièrement interviewée, j'ai pu vous lire dans Challenge, j'ai pu écouter votre TED Talk, d'ailleurs c'est de là que je vous connais. Vous continuez donc à nourrir cet écosystème Web3 grâce à des clients prestigieux. Vous avez quasiment la moitié du CAC 40 dans votre agenda. C'est un très beau parcours, déjà félicitations. Merci beaucoup. Et on va évoquer tout d'abord le ban de Tornado Cash. Le 8 août 2022, le Tornado Cash a été placé sous liste noire par le gouvernement américain. On aimerait bien du coup avoir votre point de vue sur la question. Est-ce que ce retournement de situation, puisque Tornado Cash était autorisé depuis sa création en décembre 2019, est étonnant ou... Alors c'est un vrai choc pour la communauté effectivement, parce que à ma connaissance c'est vraiment la première fois qu'on a une interdiction comme ça qui tombe sur du code open source. Et surtout, même si c'est une interdiction qui est faite par les États-Unis, par les institutions américaines, c'est une interdiction qui est suivie un peu partout dans le monde. C'est-à-dire que si l'interdiction avait eu lieu en Europe, on peut quand même imaginer qu'aux États-Unis, on aurait encore des accès à Tornado Cash. En fait, ce qui se passe, c'est que les États-Unis gouvernent un peu le monde là-dessus. Et donc, on a vu GitHub qui a retiré le code source, on a vu un certain nombre de protocoles DeFi censurés, entre guillemets, des adresses Tornado Cash, en tout cas dans les accès à leur front-end. Et donc c'est assez impressionnant de voir toutes les questions qui se posent pour ces acteurs-là, de se dire, ok, quelle attitude maintenant je dois avoir vis-à-vis de cette interdiction. Parce que la crypto, c'est quand même un monde où une des composantes de l'ADN, c'est la résistance à la censure. Et donc c'est très compliqué pour ces acteurs-là de choisir finalement entre est-ce que je vais être compliant ou est-ce que je reste fidèle à mes valeurs et est-ce que je m'oppose à cette censure. Alors bon, pour certains, ils n'ont pas forcément le choix, c'est des acteurs centralisés, mais on voit quand même que certains ont presque tendance à anticiper, voire à faire du zèle, là où d'autres disent, finalement, moi, tant qu'on ne m'a pas dit explicitement de censurer Tornado Cash, je ne le fais pas. Et donc ça pose plein de questions, et moi surtout ce que je trouve intéressant, c'est les questions qui vont se poser sur la censure au niveau protocolaire, notamment avec le passage en Proof of Stake, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'on évoquera le sujet, mais alors vous avez tout à fait raison, la question qu'on peut se poser c'est est-ce que ça dénature pas aussi la blockchain? C'est qu'aujourd'hui si on a une véritable intervention étatique récurrente sur les protocoles DeFi, est-ce que la blockchain ne perd pas un petit peu de son intérêt? Oui, en fait, la relation entre l'État et la blockchain, elle est assez complexe, mais c'est normal que les États aient finalement une influence sur ce qui se passe dans notre vie quotidienne, sur les technologies qu'on utilise. Simplement, jusqu'ici, les États n'avaient régulé que les intermédiaires qui étaient identifiés en termes d'entité juridique. C'est-à-dire que je suis un État, je vais imposer, je ne sais pas, des normes de KYC à une plateforme d'échange, par exemple. Mais les États ne s'étaient jamais attaqués à du code open source. Code qu'en plus, on ne peut pas arrêter comme ça. Je ne peux pas dire j'enlève le smart contract de Tornado Cash et puis tout se passe bien. Donc c'est là, je pense, où est le côté nouveau de ce ban. C'est que pour la première fois, on n'est pas dans de la régulation d'entités centralisées, mais on est vraiment dans une attaque envers purement du code. Pour leur défense, alors le gouvernement américain a publié des chiffres en expliquant qu'il y aurait eu 7 milliards de dollars de blanchiment depuis la création en décembre 2019. C'est considérable. Après, on peut aussi considérer que ça a beaucoup d'implications. Et notamment, peut-être même que ce serait un aveu de faiblesse de la part de l'État américain. On sait que même si la blockchain a des applications extraordinaires, elle peut aussi permettre de passer off-radar et de créer une économie souterraine. Bien sûr, le sujet est compliqué, sinon on pourrait répondre assez facilement. Mais évidemment que Tornado Cash faisait partie des outils utilisés pour blanchir de l'argent. Et donc évidemment que dans un contexte qui, sur le plan géopolitique, est très compliqué, c'est assez logique de voir les États-Unis monter un dossier contre ce genre de protocole. Là où c'est, pour moi, compliqué à comprendre, c'est qu'on a, par exemple, des arrestations de développeurs qui se font, alors même pas sur le sol des États-Unis, mais en Europe, des développeurs qui ont construit cet outil à un moment donné où ce type d'interdiction ne pesait pas du tout au-dessus de leur tête.
C'est-à-dire que je suis un développeur, je crée du code open source, j'ai pas d'interdiction particulière à le faire, et finalement, quelques années plus tard, je me retrouve arrêtée. Donc ça, c'est très difficile à comprendre, je pense, parce qu'il y aurait sans doute eu aussi d'autres moyens de le faire, en laissant une forme d'échéance, par exemple, en avertissant que c'était désormais interdit de créer ce genre d'outils. Il y aurait eu une manière, je dirais, peut-être plus constructive envers l'écosystème, parce que là, ça crée aussi beaucoup d'incertitudes. Et je pense que certaines réactions dans des protocoles DeFi, dans des entreprises, sont aussi liées à des craintes de la régulation, mais même à titre personnel. Parce que quand vous voyez un développeur qui se fait arrêter, vous dites, moi, en tant que chef d'entreprise, demain, qu'est-ce qui m'arrive ? Et surtout que ce mixeur protocole, il n'était pas uniquement utilisé pour du blanchiment d'argent. Alors l'idée, c'était de créer de l'intraçabilité sur la blockchain, mais on peut vouloir créer de l'intraçabilité pour un tas de raisons. Si je veux acheter un NFT, ne pas qu'on sache que ce Bored Ape m'appartient, je peux très bien utiliser un mixeur protocole justement pour amener ces fonds sur un autre wallet. Et là-dessus, il n'y a aucune... on n'est pas dans l'illégalité quand on fait ça. Ah, bien sûr, mais c'est toute la complexité et la distinction à faire entre ce qui relève du légal et du légitime. Et effectivement, il y a plein de raisons qui font qu'on pourrait vouloir garder sa vie privée, qui est d'ailleurs un des droits fondamentaux, sans pour autant vouloir faire des choses illégales, acheter de la drogue, financer le terrorisme, etc. Sauf que cette distinction-là, si vous voulez, l'outil ne la fait pas, forcément. Et donc pour l'État, il y a une vraie question à se poser de quel est le juste milieu entre autoriser des comportements qui effectivement ne sont pas illégaux, mais peuvent être jugés subversifs ou immoraux, enfin là on est dans un peu la zone grise, quoi. Et des comportements qui là carrément sont illégaux et qu'on a envie d'éviter le plus possible. Mais effectivement, une société dans laquelle on n'autorise pas du tout la déviance, dans laquelle on n'autorise pas du tout cette forme d'intraçabilité, tu passes très vite sur du Minority Report, quoi. Et donc c'est toute la question de jusqu'à quel point je vais vouloir éviter les actes illégaux et donc aussi toute forme de déviance a priori. Et là, je pense que c'est un débat aussi philosophique à avoir au niveau de nos sociétés. Et surtout que la question de l'intraçabilité, elle en pose une autre. C'est que demain, si on est tous traçables grâce à la blockchain et qu'on lève la pseudonymie qui est présente sur la blockchain, qui n'est pas un anonymat complet, donc qui est potentiellement levable, on va se retrouver potentiellement avec du profilage d'investissement. Et dans ce cas-là, on laisse les clés à un État malveillant, à un État totalitaire éventuel, de venir complètement profiler ses citoyens et avoir la main mise sur tout ce qui est aujourd'hui centralisé auprès des banques. Bien sûr. Bien sûr, mais et là, ça va être pour moi une course aussi entre les États et les développeurs qui vont développer ce type d'outils, mixeurs et autres, pour savoir finalement qui va être le premier pour développer quelque chose de plus innovant ou pour pouvoir rester anonyme et continuer à proposer ce type d'outils. Donc ça va être assez intéressant de suivre tout ça. Mais effectivement, c'est tout le paradoxe de la blockchain. C'est qu'on disait il y a quelques années, ça favorise l'anonymat, c'est pas du tout traçable, et donc ça faisait très peur aux autorités. Finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec la régulation des plateformes, en Europe, on a quand même discuté à un moment donné de tracer les portefeuilles non hébergés, donc les ledgers, etc. On peut quand même imaginer à terme un monde où, si demain, je sais pas, on est tous sur Ethereum ou sur d'autres blockchains, toutes les adresses soient connues, en fait. En tout cas, connues des États, connues de certaines institutions, connues de certaines entreprises de données. Et ça fait assez peur. Et je pense qu'un des enjeux aussi, ça va être toute la création de ce qu'on appelle les wallets d'identité, des identités décentralisées, qui permettront quand même de limiter le nombre d'informations sur ton identité que tu aurais dans ton wallet crypto. Et donc d'avoir à la fois une interopérabilité entre un wallet crypto et un wallet d'identité, mais qui ne permettent pas d'avoir accès à, je sais pas, toutes tes données Facebook ou autres, tes données de réseaux sociaux, et de les lier à un wallet financier. Et donc il y a un gros enjeu, je pense, sur ce travail au niveau de l'identité aujourd'hui. Oui, très 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 important, et ce d'autant plus qu'il y a certains États et certaines banques centrales qui développent les CBDC, et qu'aujourd'hui la question des CBDC, c'est tout de même, ce serait quand même redonner la main mise aux États, là où l'écosystème Web3 a tenté de s'émanciper de toutes sortes d'influences autres que de la décentralisation. Donc ce serait recentraliser le Web3 aussi, peut-être, que d'accepter les CBDC. Je veux bien avoir votre point de vue sur la question. Oui, alors les CBDC, c'est un vaste sujet. On en parle quand même depuis un petit moment. Je suis arrivée en 2015, je pense qu'à partir de 2016-17, on parlait déjà de monnaie de banque centrale.
ça me semble quand même encore assez lointain, sauf peut-être dans certains pays comme en Chine. On voit que certains pays ont déjà annoncé, c'est le cas du Japon. Mon sentiment quand même, c'est que techniquement parlant, je vois pas bien ce qu'on pourrait sortir d'autre, à part quelque chose de soit très centralisé, c'est-à-dire un équivalent chinois, mais en réalité, techniquement, on ne sait pas vraiment sortir une monnaie de banque centrale qui soit centralisée et qui protège la vie privée, parce que c'est quand même là le sujet. Ou alors on pourrait aussi se dire que les banques centrales demain ont, alors si on est en Europe par exemple, de l'euro qui circule sous forme de stablecoin avec des prestataires qui sont très régulés. On délègue la création de... Alors c'est plus vraiment une monnaie de banque centrale, mais c'est une sorte de stablecoin qui est régulée par la banque centrale. Mais ça permettrait quand même à la banque centrale de contrôler un peu la masse monétaire, de contrôler ce qui est mis dans le code, pourquoi pas des smart contracts de ces euros digitaux. Donc il y aurait des choses à faire là-dessus. Mais moi je suis assez sceptique en fait. J'entends beaucoup de gens dire quand les monnaies de banque centrale seront là, finalement la crypto n'aura plus de raison d'être. Alors en fait pour moi c'est tout le contraire. Si on a des monnaies de banque centrale, on aura encore plus besoin de la crypto. Mais ça apparaît comme une redondance de la monnaie scripturale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Enfin, ce qu'ils veulent développer pour le coup. Alors pas exactement, parce que la monnaie scripturale, la monnaie classique qu'on a tous dans nos comptes en banque, elle passe par des banques commerciales. Et donc si tu interroges une banque commerciale, elle va pas du tout te dire que c'est de la redondance, parce qu'en fait la monnaie de banque centrale la court-circuite. Oui, c'est vrai. Et donc il y a une vraie crainte de la part des banques commerciales aujourd'hui de se dire mais attendez, quel est nous notre rôle dans cette monnaie de banque centrale finalement. Nous on est impliqués dans l'économie, on a un rôle aussi finalement, le fait que les dépôts d'argent soient chez nous, c'est ça qui nous permet aussi de donner des crédits. Donc si demain l'argent n'est plus chez nous, comment nous on fait pour donner du crédit? Donc il y a un vrai sujet aussi de financement d'économie là-dessus pour les banques commerciales. Et donc la monnaie de banque centrale, elle est vraiment en train de chercher sa place. Là, on ne voit pas trop où elle va se placer sur le panorama des différentes monnaies. Et moi, j'ai un peu de mal à voir la plus-value technique de cette monnaie, à part pour faire des choses qui, à mon avis, ne seraient pas forcément saines, du type monnaie fondante, par exemple. Ou finalement dire que tous les comptes au-dessus de tel montant, désormais, sont taxés ou diminuent parce qu'il faut consommer plus, donc pouvoir faire des relances de l'économie un peu plus automatisées. Mais je ne suis pas sûre que c'est ce dont on ait envie dans un moment où, au contraire, on a plutôt envie d'une part de plus de vie privée, de plus de souveraineté à la fois de l'individu et de certains États, et envie d'éviter justement ces impressions de monnaie, ces relances sur la consommation pour aboutir à plus de sobriété. Et puis là, typiquement avec un CBDC où on viendrait directement taxer sur le compte en banque, c'est, en cas de crise, ce serait une catastrophe. Parce que si on est en période d'inflation et qu'on vient directement prélever de l'argent des comptes en banque ou bloquer certaines sommes parce que le pays va mal, on a eu des crises systémiques en France comme ailleurs, et on se dit que ce serait une vraie, pour le coup, atteinte à la souveraineté économique de chaque individu. Oui, alors, mais ça c'est déjà... alors c'est vrai qu'elles ne le font pas, mais... c'est une possibilité. Juridiquement, c'est une possibilité pour les banques commerciales. Vos dépôts ne sont garantis que jusqu'à, je crois que c'est 100 000 euros. On a vu à Chypre en 2013 les comptes au-dessus de 100 000 euros être prélevés directement. Donc c'est des choses qui peuvent déjà arriver, qui dans les faits n'arrivent pas parce que sinon on aurait une crise sociale, on aurait sans doute des actions juridiques, ça serait très compliqué. Mais en réalité, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc le fait que ça soit chez la Banque centrale, techniquement parlant, ça ne change pas grand-chose. Juridiquement parlant, ça ne change pas grand-chose non plus. Je pense que l'enjeu aussi pour les banques centrales, c'est peut-être de retrouver un lien social, culturel, presque marketing avec leur population. De se dire, si demain on a une multiplicité de monnaies, on a la monnaie de Facebook, on a du Bitcoin, on a même du dollar sous forme de stablecoin, comment est-ce que moi, en tant que banque centrale, je trouve mon rôle là-dedans? Comment est-ce que je tisse un lien avec la population sur une monnaie que je garantis, qui est quand même la monnaie historique, la monnaie solide? Et donc je pense que c'est ça aussi la question. C'est de se dire, moi je suis citoyen, ça va être quoi mon rapport à l'euro? Est-ce que ça va être des stablecoins euros d'entreprises privées? Est-ce que ça va être un euro de la banque centrale? Alors si c'est pas un stablecoin, est-ce qu'il va être vraiment interopérable avec toutes les infrastructures blockchain? Donc pour moi, il y a des enjeux techniques, il y a aussi des enjeux presque culturels et marketing pour les banques centrales. C'est vrai. Donc on observe quand même une certaine dualité, ou en tout cas un défaut de position claire entre les relations que vont avoir à l'avenir la blockchain et l'État. Et on peut même se demander, imaginons que demain la DeFi et que les protocoles qui permettent de passer off-radar et de créer une forme d'économie souterraine prennent vraiment de l'ampleur et se popularisent. On extrairait alors du porte-monnaie de l'État certaines sommes.
Et peut-être même un jour, l'État ne serait plus capable d'exercer ses fonctions régaliennes comme il le fait aujourd'hui, grâce à l'argent prélevé, parce qu'il y aurait moins d'argent potentiellement prélevable. Est-ce que dans ce cas-là, vous pensez que l'État pourrait être véritablement menacé en tant qu'État puissance économique, à l'avenir grâce au développement et à la popularisation de la blockchain? Alors, ouais, c'est une des raisons qui fait que l'État est un peu frileux aujourd'hui sur les cryptos. Maintenant, bon, l'économie souterraine, elle existe quand même déjà avec le cash. On n'a pas attendu les cryptos pour avoir du marché noir non plus. Donc la question, c'est, pardon, est-ce que les cryptos vont favoriser le marché noir, vraiment? Aujourd'hui, il me semble que les cryptos sont quand même un marché qui est relativement petit, et donc c'est difficile de se prononcer là-dessus. On voit quand même que plus le marché grossit, plus la proportion de transactions destinées à des activités illicites est faible. Donc pour moi, si on arrive à avoir ces infrastructures blockchain qui deviennent les nouveaux supports du monde financier, si on arrive à avoir des crypto-monnaies largement répandues ou de l'euro qui circule sous forme de crypto-monnaie, l'État se sera aussi adapté à ces infrastructures. Et la vérité, mais là après c'est un peu une question de conviction personnelle, c'est que je vois assez mal demain l'ensemble des citoyens se débrouiller et prendre la responsabilité de son argent à travers un ledger, à travers des wallets non custodial. Alors peut-être que ça changera, mais je trouve qu'aujourd'hui l'expérience utilisateur est encore pas suffisante pour permettre ça. Et je pense aussi que l'État va s'adapter et trouver des moyens de réguler finalement ces différents intermédiaires. Et si demain on a un vrai problème d'imposition de la population, par exemple, parce qu'on a des wallets non custodial partout, etc., croyez bien que l'État va commencer à réguler des entreprises comme Ledger qui ne régulent pas aujourd'hui. Et donc il va y avoir effectivement un rapport de force entre ce monde des portefeuilles non hébergés et l'État. Mais pour l'instant, je ne suis pas très inquiète, parce que ce qu'on voit quand même, c'est que les raisons qui poussent les gens à utiliser les cryptos, c'est pas ne pas payer leurs impôts. En fait. Bien sûr. Donc c'est plutôt, alors bon, ça peut être une question d'investissement, surtout en France. Il y a aussi effectivement une question de défiance envers les banques. Mais tu vois, on a fait des sondages dans les raisons. Il n'y a jamais je ne veux pas payer d'impôts, donc je mets mon argent en crypto. Bien sûr, malheureusement c'est l'image aussi que dégage souvent la blockchain, et on a eu très souvent cette image, en tout cas pour les personnes qui travaillent dans l'écosystème blockchain, de personnes favorisant justement les activités illicites. Bien sûr que c'est pas le cœur de métier, et c'est même complètement marginal, mais la question d'un rapport de force sous forme de collaboration, c'est aussi une question à poser. Donc votre point de vue, ce serait davantage que ce sera éventuellement une collaboration, ou en tout cas un rapport de force qui égalisera finalement les capacités de l'État et de la blockchain. Je vois mal l'État ne rien faire face à ce moment-là, très sincèrement. Déjà, je pense que l'État aura vocation aussi à se moderniser. Si demain on a des différentes monnaies qui circulent sur ces infrastructures, l'État aura aussi une partie de sa trésorerie, une partie de son budget sur ces infrastructures. Et donc payer ses impôts sera aussi facilité. Vous pourrez peut-être même payer vos impôts en crypto, j'en sais rien. Donc c'est pas forcément une problématique qui m'inquiète aujourd'hui, même si je comprends le fantasme, notamment dans certaines institutions publiques, de se dire mais comment est-ce qu'on va arriver à taxer correctement? Bien sûr, et c'est là que Tornado de Cash intervient un petit peu comme un cheveu sur la soupe, où on peut se dire c'est typiquement le genre de choses qui pourrait se passer à l'avenir si l'État panique, et si l'État a vraiment peur des protocoles DeFi et de la manière dont l'écosystème blockchain évolue. Oui, c'est vrai, mais je vois beaucoup plus des interdictions arriver par crainte vraiment de blanchiment et de financement d'activités illicites du type je vais financer le terrorisme, etc. Ou d'activités immorales, parce qu'on parle d'illicite, mais on peut parler d'immoral aussi, plutôt que par peur de la fraude fiscale, de la fraude sociale. Ok, super. Écoutez, merci beaucoup Claire. C'était le premier sujet qu'on a abordé aujourd'hui